Bonjour, donc je suis Christelle Jacob de l'Institut Montpellier-Montsouris à Paris et je vais vous parler aujourd'hui de la sélection des patients en vue d'une correction percutanée de l'insuffisance mitrale secondaire. Donc pour commencer, comment évaluer une fuite mitrale secondaire? Donc un petit rappel d'anatomie. Dans l'IM secondaire, il n'y a pas de lésion valvulaire. Les feuillets sont normaux en termes de longueur et de qualité. On a une maladie ventriculaire. Le ventricule est dilaté, hypokinétique, désynchronisé de façon globale ou régionale. La conséquence en est une traction sous-valvulaire, une augmentation des forces de traction sous-valvulaire, une diminution des forces de fermeture, associée à une dilatation annulaire la plupart du temps. Le tout engendre une restriction valvulaire secondaire et donc une fuite mitrale. Les fuites mitrales secondaires sont dites de type 3B dans la classification de Carpentier, de type ventriculaire. Il s'agit de fuites secondaires pour lesquelles le mécanisme de restriction est systolique. À ne pas confondre avec les fuites de type 3A où la restriction est valvulaire et sous-valvulaire. Il s'agit alors d'authentiques fuites restrictives organiques où la restriction survient en systole et en diastole. Plus récemment, une classification en 2012 a proposé de nommer les fuites mitrales secondaires de type ischémique 3C du fait de leur anatomie asymétrique. Comment évaluer une fuite mitrale secondaire? La méthode de la zone de convergence est utilisable. Cependant, on observe dans les fuites mitrales secondaires une géométrie non circulaire, puisque la zone de convergence est la plupart du temps, notamment dans les fuites importantes, ovale, contrairement aux fuites primitives pour lesquelles la zone de convergence est circulaire. Elle est souvent asymétrique, en forme de poire, en vue en face. Il y a des variations durant le cycle cardiaque, plus ou moins dynamiques en fonction des conditions de charge et de l'effort. Si on considère que le rayon maximal est constant, on va surestimer cette SOR. Et si on considère que le rayon est circulaire, que la zone de convergence est circulaire, on va sous-estimer cette SOR. Donc on voit les limites de la zone de convergence dans l'étude des fuites mitrales secondaires. Ici un exemple de fuite mitrale secondaire en ETT. On voit très bien en coupe de cavités bicommissurales à quel point la zone de convergence est ovale et aplatie. Ici en petit axe transthoracique toujours, on voit bien l'étendue de la zone de convergence tout le long de la ligne de coaptation. Ici en ETO, de nouveau en coupe bicommissurale, une zone de convergence tout à fait ovale. Deuxième méthode pour évaluer la sévérité d'une fuite mitrale secondaire, la méthode volumétrique en Doppler. Donc pour rappel, en systole s'effectue l'éjection ventriculaire dans la voie d'éjection sous-aortique. En diastole, le remplissage ventriculaire à travers la valve mitrale. La fuite mitrale survient en systole. La seconde méthode pour estimer la sévérité des fuites mitrales secondaires est la méthode volumétrique en Doppler. De façon semi-quantitative, par le rapport des ITV, l'ITV mitral rapporté à l'ITV aortique. Si le rapport est supérieur à 1,4, on est certainement en présence d'une fuite sévère. Si le rapport est inférieur à 1, on est en présence d'une fuite probablement modérée. La méthode quantitative est plus difficile et soumise à erreur, puisqu'il est nécessaire de mesurer les dimensions de l'anneau mitral en 4 cavités et les dimensions de l'anneau aortique en long axe. Si on soustrait le débit aortique au débit mitral, on obtient le volume de la fuite. La même méthode peut s'effectuer avec également des limites en soustrayant le volume d'éjection aortique au volume d'éjection en Simpson, avec les limites que vous connaissez, puisque l'estimation des volumes en Simpson est souvent sous-estimée. La fraction de régurgitation est également un paramètre important. Si on divise le volume de la fuite par le volume d'éjection en Simpson, on obtient le pourcentage de fuite par rapport au volume d'éjection, à savoir la fraction de régurgitation. On peut aussi soustraire le volume d'éjection aortique au volume d'éjection mitrale et le rapporter au volume d'éjection mitrale. Les limites sont les mêmes, celles des mesures de
volume en Simpson et celle des mesures de débit mitral et aortique soumises aux erreurs de mesure des anneaux. Enfin, plus récemment, les méthodes d'imagerie 3D et 3D couleur notamment permettent de mesurer directement la vena contracta, la surface de la vena contracta en 3D. Il est nécessaire d'effectuer une acquisition volume total avec la couleur, d'ouvrir le logiciel de reconstruction MPR, le QLab chez Philips, le logiciel de reconstruction MPR a posteriori, et d'essayer de trouver le plan de coupe où se situe la vena contracta. Ce plan de coupe, qui est le plan transversal bleu, devra être amené au niveau de rétrécissement du jet couleur minimal. Une fois qu'on a obtenu ce plan de coupe, on zoome sur le plan de coupe transversal, on gèle et on effectue une planimétrie directe de cet orifice régurgitant en couleur. Et donc on voit à quel point les sores des IM secondaires sévères sont importantes et ovalaires, puisqu'ici on avait une sore à 1,87 cm². Au total, on peut dire que l'estimation de la sévérité des fuites mitrales secondaires nécessite une approche intégrative et multiparamétrique, comme toutes les valvulopathies, mais l'IM secondaire est vraiment le prototype de la valvulopathie qui nécessite d'intégrer tous les paramètres. Les paramètres qui estiment le degré de fuite en échographie, on dirait tout simplement, comme pour le rétrécissement aortique, Lookout de valve, puisque effectivement, si vous observez une restriction sévère en 2D et un jet couleur important en 2D couleur, vous penserez à une IM sévère. Les paramètres Doppler, volume d'éjection sous-aortique et flux d'éjection mitrale. L'échographie 3D en couleur peut apporter des renseignements importants. L'IRM peut être utilisé actuellement pour estimer le volume des fuites avec les méthodes d'IRM dites de volumétrie, 4D flow. Puis, on s'intéressera au ventricule gauche en IRM avec l'évaluation des volumes et en échographie. Et grâce à la comparaison entre le volume d'éjection échographique et le volume d'éjection Doppler, on obtiendra la fraction de régurgitation. Alors, que nous disent les études sur l'intérêt d'une correction percutanée par clip mitral dans le cadre des fuites mitrales secondaires? Les études observationnelles sont relativement nombreuses et concernent plus de 2000 patients. Il y avait dans ces 2300 patients 70% de fuites mitrales secondaires. Le taux de succès de la procédure était de 95%. On obtenait une survie qui était excellente, une correction de fuite qui était tout à fait correcte avec plus de 70% de fuites inférieures ou égales au grade 2 et surtout un bénéfice clinique puisque plus de 70% des patients à 1 an ou à 2 ans étaient en classe NYHA 1 ou 2. Plus récemment, une étude non publiée mais présentée en novembre à PCR Valve est une étude qui a observé les comportements de correction percutanée dans la vraie vie. Donc c'est une étude observationnelle et multicentrique en Europe et aux USA. Sur 1041 patients, 413 fuites mitrales secondaires étaient corrigées, avec des sores moyennes de 0,30 cm², des fractions d'éjection modérément altérées, 39%, des volumes télédiastoliques dilatés, mais pas très dilatés, des scores de risque chirurgicaux très élevés, puisqu'il s'agissait de patients récusés, et dans 66% des cas étaient implantés des clips XTR. Cette fuite a montré à 1 an une réduction de la fuite inférieure au grade 1 dans 93% des cas et inférieure au grade 2 dans 99% des cas, assortie d'un bénéfice clinique, puisque plus de 75% des patients, 78%, étaient en classe NYHA inférieure à 2 à 1 an. Quels sont les facteurs prédictifs d'évolution et de morbimortalité dans ces études observationnelles? Il est intéressant de noter que la présence d'une fuite tricuspide sévère ou supérieure ou égale au grade 2 était un facteur de mortalité à 1 an ou à 2 ans. La fraction d'éjection, très basse, inférieure à 30%, ou les volumes ventriculaires gauche très dilatés, supérieurs à 110 ml, étaient également un facteur de mortalité. Et enfin, la fonction ventriculaire droite était également un facteur de mortalité. Venons-en aux études randomisées, dont on a beaucoup parlé dans la littérature ces 2 dernières années.
La première, Mitra-FR, qui est un PHRC national, avec 70% de fit mitral secondaire d'origine ischémique. Les patients étaient randomisés MitraClip versus traitement médical optimal, avec un STS score de 6%, une surface d'orifice régurgitant de 0,31, des fractions d'éjection entre 15 et 40%, une médiane à 33%, et des ventricules gauches très dilatés avec des volumes télédiastoliques de 135 ml par mètre carré. On obtenait une réduction de la fuite inférieure ou égale au grade 2 dans 95% des cas. Cependant, les courbes de mortalité à 1 an ne différaient pas entre le groupe MitraClip et le groupe traitement médical. A contrario, l'étude COAPT, sponsorisée par l'industrie, et qui comportait également 60% de fuite mitrale secondaire d'origine ischémique, randomisait les patients MitraClip versus traitement médical optimal, plus de 600 patients, des STS scores un petit peu plus élevés, une surface d'orifice régurgitant moyenne de 0,40 cm², également plus élevée que dans Mitra-FR, des fractions d'éjection de 20 à 50%, 31% de moyenne, des diamètres télédiastoliques de moins de 70 mm et des volumes télédiastoliques de 101 ml par mètre carré en moyenne. Les résultats en termes de réduction de la fuite étaient similaires, avec 95% de fuite mitrale inférieure au grade 2. Cependant, les résultats en termes d'hospitalisation et de mortalité étaient très différents, avec un bénéfice en faveur du groupe Device très marqué, une réduction de risque relatif de 47%. De même pour la mortalité, une réduction de risque relatif de 20%. La moralité, donc, c'est ce qui a pu être déduit des différences entre ces deux études, sachant que les données sont encore en cours d'analyse et il y a encore beaucoup de discussions dans la littérature et dans les congrès à propos des différences entre ces deux études. On peut observer tout simplement déjà que les patients dans COAPT étaient plus nombreux, plus fragiles, avec des scores de risque chirurgicaux plus élevés, probablement moins graves comme en témoignait leur volume télédiastolique. Les procédures étaient réalisées dans des centres experts avec des taux de succès de procédure supérieurs et un nombre de clips implantés supérieur, et les patients étaient acceptés dans l'étude après avoir été évalués par un comité d'éligibilité clinique et échographique. Actuellement, il existe encore une étude randomisée qui est en cours, qui a débuté en 2013-2014, qui s'est interrompue puis qui a repris en 2015 et dont on attend les résultats pour 2021, qui est partiellement sponsorisée par l'industrie. C'est l'étude Reshape HF2. Ici, on s'intéresse à des fuites mitrales secondaires modérées à sévères ou sévères. La même chose, c'est MitraClip versus traitement médical optimal avec des STS scores élevés, donc récusés pour la chirurgie à très haut risque chirurgical, avec des fractions d'éjection entre 15 et 35%, ou entre 15 et 45% si les patients étaient beaucoup plus symptomatiques, INYHA 3 ou 4. Il n'y a pas de critère de limite pour les volumes ou les diamètres ventriculaires gauche dans cette étude. Alors, que peut-on proposer à la lumière de ces résultats d'études randomisées comme cutoff de sévérité pour les fuites mitrales secondaires? Alors, la définition d'une fuite mitrale secondaire sévère, dans les recommandations de l'ESC 2017, on donne comme cutoff 20 mm² de SOR et 30 ml de volume régurgitant. Ce cutoff est issu d'études de morbimortalité qui ont montré qu'au-dessus de 20 mm² de SOR, la mortalité devenait significativement plus importante. Et c'est pour ça qu'on avait choisi à cette époque ce critère de sévérité échographique. Les recommandations de la CC 2017, elles, ont gardé les critères de sévérité communs aux fuites mitrales, qu'elles soient primitives ou secondaires, avec une SOR à 40 mm², un volume régurgitant à 60 ml et une fraction de régurgitation à 50%. Ils ont introduit par ailleurs, en plus des critères de sévérité échographique, une notion clinico-échographique qui est de stratifier les patients en grades de fuite mitrale secondaire. Le grade A sont les patients à risque de fuite mitrale secondaire, avec une anatomie qui reste normale, mais qui ont une pathologie qui peut favoriser la fuite mitrale, un ventricule gauche qui est peu ou pas dilaté, et des symptômes qui sont principalement dus à leur cardiopathie de base. Le stage B, le grade B, c'est l'IM progressive, donc on commence à avoir des anomalies anatomiques ventriculaires et annulaires, mais des volumes régurgitants, des fractions de régurgitation et des SOR qui restent
en dessous des critères de sévérité, et des symptômes qui restent de nouveau en rapport avec la cardiopathie. Puis on passe au grade C. Là, la fuite mitrale devient sévère en termes de critères échographiques, avec des anomalies anatomiques qui sont importantes, mais le patient reste asymptomatique ou symptomatique de sa cardiopathie sous-jacente. Puis enfin le grade D, et là on a affaire à une IMM sévère et symptomatique. Les anomalies anatomiques sont importantes, la fuite mitrale est sévère selon les paramètres recommandés en échographie, et le patient devient symptomatique au-delà de sa cardiopathie, et malgré un traitement médical optimal et une revascularisation si elle est indiquée. Plus récemment, du fait du débat sur la discordance entre les résultats de MITRA-FR et de COAPT, on a essayé d'affiner le concept de fuite mitrale sévère secondaire et d'aller au-delà des critères purement échographiques. Certains auteurs ont proposé récemment de classer les patients en bas risque, risque modéré et haut risque. Les bas risques étant des patients qui ont des anomalies anatomiques modérées, des volumes régurgitants et des sores faibles. Les patients à haut risque, des anomalies anatomiques importantes, des sores importantes et des volumes régurgités importants. Et les patients à risque modéré qui ont des résultats intermédiaires en termes de sores et de volumes régurgitants. Et à ce moment-là, on les différencie par la fraction de régurgitation. Si elle est inférieure à 50%, les patients sont à bas risque. Si elle est supérieure à 50%, les patients sont à haut risque. Ce qui introduit le concept de reporter la sévérité de la fuite mitrale au volume ventriculaire et de n'interpréter la sévérité de la fuite qu'en fonction du ventricule auquel vous avez affaire. Du fait de ce concept de rapporter la sévérité de la fuite au ventricule gauche auquel vous êtes confronté, est né le concept d'IM disproportionné. La question n'est plus est-ce que l'IM est sévère, mais est-ce que sa correction va améliorer le pronostic du patient. La fuite mitrale que vous observez à un instant T, est-ce que, au regard du degré de dilatation VG que vous avez à ce même instant T, est-ce qu'elle est attendue, c'est-à-dire proportionnée à ce degré de dilatation VG? À ce moment-là, il s'agit d'une vraie fuite mitrale secondaire au sens propre du terme. L'intervention sur la valve ne sera donc pas bénéfique. Ou est-ce qu'elle est inattendue, c'est-à-dire disproportionnée? Le degré de dilatation VG et de dysfonction valvulaire est plus important que celui attendu. La fuite est complètement disproportionnée. Vous avez une fuite massive qui est disproportionnée par rapport au degré de dilatation ventriculaire et à la dysfonction valvulaire que vous observez. Et cette fuite sera responsable de l'aggravation de la dysfonction ventriculaire gauche. On pense alors que le bénéfice d'une intervention sur la valve, qu'elle soit chirurgicale par voie percutanée ou resynchronisation, sera bénéfique. Comment situe-t-on sur une courbe qui met en relation le volume ventriculaire gauche diastolique et la surface de l'orifice régurgitant? On peut positionner les différents patients des différentes études de cette façon. Les patients de COAPT sont ici, les patients de MITRA-FR sont ici. Si le ventricule gauche est très dilaté, que la fuite est très sévère, l'intervention sera bénéfique. Si le ventricule gauche est modérément dilaté et que la fuite est modérément sévère, l'intervention ne sera pas bénéfique. L'idéal étant des ventricules gauche modérément dilatés avec des fuites modérées à sévères. On positionne COAPT ici et MITRA-FR ici. Je me suis permis de remettre la même diapositive une seconde fois que j'avais mise à la fin de l'évaluation échographique des IM, puisque l'appréciation intégrative et multiparamétrique de l'IM prend ici tout son sens. Il faut regarder la valve, il faut estimer la fuite, le volume d'éjection et le volume de la fuite, et les rapporter l'un à l'autre. Il faut apprendre à étudier les orifices régurgitants en 3D couleurs. Il faut estimer les volumes ventriculaires et les volumes de fuite en IRM. Il faut estimer les volumes ventriculaires en échographie et leur soustraire le volume d'éjection aortique pour en déduire la fraction de régurgitation. Alors, que disent les recommandations?
Donc les recommandations, elles disent qu'il faut optimiser le traitement médical des patients. Et ça, tout le monde le sait. Mais dans la vie courante, on remarque quand même que beaucoup de patients sont adressés pour des bilans de fuite mitrale secondaire, alors que l'acharnement thérapeutique sur le traitement médical n'a pas été aussi ardu qu'il aurait dû être. Les patients doivent avoir bien évidemment un IEC ou un ARA2 à la dose maximale tolérée. Si ce traitement n'est pas efficace et que le patient est capable de le tolérer, il faut switcher contre une association sacubitril/valsartan. Les patients doivent avoir un bêta-bloquant à la dose maximale tolérée, monitoré par la fréquence cardiaque. Ils doivent avoir une dose de diurétique adaptée à leur poids et à leur fonction rénale, permettant l'euvolémie. On peut leur prescrire également, et il faut prescrire de la spironolactone et de l'éplérénone. Il faut traiter les conditions favorisantes des décompensations cardiaques et de l'insuffisance cardiaque chronique, la carence martiale, l'anémie, mais également l'hypothyroïdie, les syndromes d'apnée du sommeil. Il faut absolument que les patients soient resynchronisés si la resynchronisation est indiquée en cas de bloc de branche gauche large ou de rythme électro-entraîné chez un patient appareillé, avant de proposer une correction percutanée de fuite mitrale. Et bien entendu, en présence d'une cardiopathie ischémique, il faut revasculariser les patients sur les territoires viables, au préalable évalués au mieux par IRM. Les décisions à l'issue de cette prise en charge optimale doivent être prises par une équipe pluridisciplinaire qui associe le cardiologue clinicien et notamment les réseaux d'insuffisance cardiaque, les échocardiographistes qui vont donner des renseignements sur la sévérité de la fuite et l'anatomie de la valve, les spécialistes de l'imagerie, notamment de l'imagerie en couple, les rythmologues, les cardiologues interventionnels et les chirurgiens cardiaques. Les recommandations américaines qui viennent d'être réactualisées proposent de corriger par voie percutanée les fuites mitrales secondaires si le patient a bien évidemment les conditions anatomiques favorables, mais si la FEVG est entre 20 et 50%, pas en dessous. Si le ventricule gauche n'est pas trop dilaté, le diamètre télédiastolique doit être en dessous de 70 mm, et s'il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire sévère, c'est-à-dire 70 mm de mercure, sous réserve bien sûr de conditions de volémie optimale. Avant d'évaluer les patients, il faut leur mettre des doses de diurétique importantes et essayer d'obtenir une volémie. Les recommandations européennes qui n'ont pas encore été réactualisées disent sensiblement la même chose. Si le patient a une FEVG modérément altérée, au-dessus de 30%, et si le patient a une FEVG très altérée, en dessous de 30%, on peut proposer une correction percutanée. En cas d'FEVG très altérée, il ne faut pas oublier de discuter d'une assistance ventriculaire ou d'une transplantation cardiaque si l'âge et les comorbidités du patient le permettent. On observera quand même qu'il est bien précisé qu'une intervention sur la valve n'est pas une option raisonnable si le patient a une fraction d'éjection à moins de 15%. Ces patients-là, pour cela, il est probablement trop tard. Alors, grâce à ces recommandations et à ces études randomisées et aussi à toutes les études observationnelles, l'HAS a permis en novembre 2019 le remboursement du mitraclip dans l'indication IM secondaire, mais avec deux petits critères indispensables. La sévérité de la fuite d'une part, il faut que l'orifice régurgitant soit au-dessus de 0,3 cm², donc c'est un petit peu réducteur puisqu'on a vu qu'il fallait une approche intégrative, mais pour l'instant, c'est ce critère-là qui apparaît. Et surtout, il ne faut pas que les patients soient trop graves ou dépassés, et on a choisi le volume télédiastolique comme le reflet de la gravité de la cardiopathie. Le cutoff est 96 ml par mètre carré. Pourquoi ? Parce que 97 ml par mètre carré est la définition d'une dilatation sévère du ventricule gauche dans les recommandations sur l'évaluation des cavités cardiaques de la Société américaine de 2005. L'intérêt thérapeutique du mitraclip est jugé suffisant dans cette indication et avec ces critères-là. Et on en attend un service rendu de santé publique important. A contrario, les patients ayant une surface d'orifice régurgitant à moins de 0,3 cm² et un ventricule gauche très dilaté sont considérés non candidats pour le mitraclip avec un intérêt de santé publique insuffisant et un service rendu insuffisant. De même pour des patients qui auraient un ventricule gauche peu dilaté certes, mais une surface d'orifice régurgitant pas assez sévère. Alors, venons-en en pratique aux faits et à l'échographie. Comment sélectionner un patient ? Vous l'avez sélectionné cliniquement. Maintenant, comment le sélectionner échographiquement ? Donc la démarche, elle est la même qu'avec toutes les fuites mitrales. Il faut d'abord constater les lésions. Il ne faut pas qu'il y ait de calcification dans la zone de grasping potentiel.
vous avez un patient qui a une fuite mitrale secondaire, il a le droit d'avoir des calcifications aussi, il faut simplement qu'elles épargnent la zone de grasping. Typiquement ici, on avait une calcification nodulaire du bord libre du feuillet, voire du corps du feuillet antérieur, qui posait problème puisqu'elle était située au niveau d'une zone d'implantation potentielle puisque la fuite était sévère à cet endroit-là. Il ne faut pas qu'il y ait d'épaississement fibreux ou fibrocalcaire de la valve. Ici, une valve qui était probablement médicamenteuse et qui avait une restriction systolique-diastolique. Il ne faut pas qu'il y ait de rétraction sévère des feuillets. Le feuillet doit mesurer absolument plus de 7 mm. Et encore, j'ai écrit 7 mm, mais l'anatomie optimale, c'est 10 mm. Donc ici, un tout petit feuillet qui mesurait moins de 7 mm. Ensuite, pour poursuivre avec la fonction de la valve, que peut-on se permettre en termes de restriction ? Il ne faut pas qu'il y ait de restriction diastolique. C'est la même valve que je viens de vous montrer sur la diapositive précédente. Ici, il ne s'agissait pas d'une IM secondaire de type Carpentier 3B ou C, il s'agissait d'une IM Carpentier 3A. On voit nettement la restriction diastolique chez cette valve dont l'ouverture est également limitée. Si vous êtes en présence d'une IM authentiquement secondaire type 3B ou C, vous mesurez la hauteur du tenting, qui est le reflet de la sévérité de la restriction d'origine ventriculaire. Ce tenting, par analogie avec les critères de réussite et de durabilité des plasties mitrales chirurgicales, ne doit pas être de plus de 11 mm, ce qui serait le reflet d'une restriction trop sévère et inaccessible à une correction durable. Enfin, toujours dans la fonction, troisième partie de l'évaluation fonctionnelle de la valve, la coaptation. La coaptation, pour envisager une correction durable et efficace par voie percutanée, doit être évidemment réduite, puisqu'il y a une fuite, donc forcément la coaptation est réduite, mais elle doit être persistante. Les valves doivent encore avoir une petite surface de coaptation. Ici, on avait une coaptation réduite mais persistante. Ici, vous avez une coaptation qui est nulle, mais dont le gap entre les deux feuillets est de moins de 2 mm. Alors, ces patients-là ne sont pas exclus. On peut les optimiser par des moyens médicamenteux ou pendant les procédures par des moyens ventilatoires ou de pression. Et enfin, ici, un patient qui avait un gap de plus de 2 mm, clairement, là, ces patients ne sont pas des bons candidats à la réduction percutanée de la fuite mitrale secondaire. Et ici, vous voyez pourquoi il avait un défaut de coaptation aussi important. Clairement, on ne voit pas les mesures du ventricule gauche, mais le ventricule gauche était nettement dilaté et bien au-delà des critères acceptables de dilatation ventriculaire gauche. Deuxième paramètre anatomique à prendre en compte, et très particulièrement chez les patients qui ont des fuites mitrales secondaires, les indentations. Donc pour rappel, l'indentation est une zone anatomique normale sur une valve normale qui permet de différencier P2 et P3 et P2 et P1. C'est ce qui fait en fait que le feuillet postérieur peut se plier, puisque je vous rappelle que c'est lui qui est le plus étendu, même si c'est lui qui est le plus court. Donc c'est une zone anatomique physiologique. Cependant, chez le patient qui souffre de restrictions sous-valvulaires et ou de restrictions du feuillet postérieur, notamment chez les patients qui ont des fuites secondaires sévères chroniques, ces indentations vont s'élargir et devenir plus ou moins fuyantes. Le risque en présence d'indentations fuyantes, c'est l'échec de la correction ou le détassement partiel a posteriori, puisque en présence d'une fuite sévère très étendue, et on se rappelle les images du début du topo où le jet couleur s'étendait d'une indentation à l'autre, vous allez mettre des clips au milieu, vous allez avoir envie de vous rapprocher de l'indentation puisqu'elle fuit, et a posteriori, votre clip aura un risque de détachement puisque ici, le feuillet postérieur est beaucoup plus court que sur la partie centrale à 2P2 où vous l'avez mesuré dans votre screening pré-thérapeutique. Alors du coup, on en vient au screening. Donc pour l'indentation, il est vraiment très important quand vous faites le TO d'évaluation d'une IM secondaire, une fois que vous avez fait l'évaluation anatomique dont on vient de parler, de screener spécifiquement les indentations. Ce screening, il se fait en biplan, avec la couleur, avec et sans la couleur, sans et avec la couleur, sur l'indentation P2P1. Donc ici, on part d'une coupe bicommissurale. On coupe avec le X-plan, le biplan sur la zone supposée d'indentation P2P1 et on observe la réduction de coaptation très nette. On rajoute la couleur et on voit qu'ici la fuite, l'indentation donc, fuit, pas de façon massive, mais elle fuit. La même chose chez le même patient de l'autre côté,
Sur l'indentation P2-P3, de nouveau réduction de coaptation, on observe même les petits cordages accessoires qui sont restrictifs, et on observe que l'indentation P2-P3 fuit un petit peu moins que la P2-P1, mais elle fuit quand même. Ça vous permet d'explorer la fonction des indentations et de voir si vous corrigez la fuite centrale en mettant 2 ou 3 clips, est-ce que les indentations vont fuir ensuite encore après la correction et donc mettre en jeu le pronostic de cette réparation. Voici un exemple d'anatomie idéale en une seule coupe, bicommissurale X-plan, un ventricule gauche qui est dilaté mais modérément, une valve qui est fine, longue, avec une souplesse qui est conservée, une coarctation qui est certes réduite mais qui persiste. Donc vraiment, ayez bien en tête cette anatomie et cette fonction valvulaire, c'est le candidat idéal. À l'opposé, quelques cas dits les pires pour une IM secondaire. Donc ici, une valve extrêmement rigide avec une restriction systolique mais presque aussi diastolique, un feuillet postérieur qui est extrêmement court. Ayez bien en tête ce type de valves qui sont des mauvais candidats à la correction percutanée. La même chose en 3D, vous voyez ici qu'il n'y a pas de feuillet postérieur. Si on basculait un tout petit peu l'image vers nous, on verrait un petit reliquat de feuillet postérieur, mais ça c'est le prototype de la fuite mitrale ischémique évoluée, qui a vieilli pendant 5, 10 voire 20 ans et qui a perdu la qualité de son feuillet postérieur. Ici de nouveau un cas de restriction postérieure très sévère en lien avec une restriction sous-valvulaire très très marquée sur une séquelle de nécrose inférieure. Vous voyez ici que le feuillet postérieur, certes il est quand même assez long, mais il est totalement immobile. Alors la question, est-ce qu'on pourrait savoir tout ça avant de faire le TO? La réponse pour moi est clairement oui. Encore plus que pour les IM primitives, vous avez des renseignements en ETT tout de suite qui vous évitent d'aller jusqu'à l'ETO et qui vous permettent d'éliminer les mauvais candidats d'emblée. Ici, vous voyez clairement, sans avoir besoin du recours à l'ETO, et d'ailleurs c'est le même patient que l'image juste avant, que le feuillet postérieur est complètement immobile avec une restriction sous-valvulaire majeure, un défaut de coaptation de 2 mm, et donc clairement ce patient-là, en l'état actuel des choses, alors après on peut essayer de l'optimiser, vous ne pouvez pas le clipper. De même ce patient-là, ici un long axe apical, le feuillet postérieur est extrêmement court et complètement immobile sur un remodelage du segment inférieur inférolatéral basal, et ce patient-là, il n'est pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à l'ETO pour en déduire que c'est un mauvais candidat à la correction percutanée. Donc clairement, ces patients-là, il ne faut pas les faire. Pour moi, il est facile d'exclure les très mauvais candidats en ETT, les calcifications importantes, la restriction majeure, le défaut de coaptation évident, et surtout les volumes ventriculaires et la fraction d'éjection sont facilement analysables en ETT et vous permettent d'exclure les patients qui ne sont pas des. Pour en revenir au volume ventriculaire gauche et à la fraction d'éjection, il est indispensable d'évaluer le ventricule gauche. La fuite mitrale secondaire n'est pas une valvulopathie, c'est une cardiomyopathie, c'est une fuite mitrale associée à une cardiomyopathie. Ce n'est pas la valve qui est malade, au moins au début de l'évolution, c'est le ventricule. Et donc il serait une erreur de prendre en charge les patients comme purement des patients valvulaires. Ici, vous avez un ventricule gauche modérément dilaté. Ici, vous avez un ventricule gauche extrêmement dilaté et hypokinétique avec des dimensions qui sont incompatibles avec la réussite à moyen terme d'une correction percutanée de fuite mitrale. Il est important de retenir que dans MITRA-FR et dans COAPT, les patients avec des fractions d'éjection extrêmement abaissées étaient exclus, et dans COAPT, les patients avec des diamètres ventriculaires gauche supérieurs à 70 mm étaient exclus. Et donc, ces patients-là ne doivent pas bénéficier de correction de fuite mitrale, ni par voie percutanée, ni par voie chirurgicale d'ailleurs. Un autre paramètre important à prendre en compte en présence d'un patient avec une fuite mitrale secondaire sont les pressions pulmonaires et la fuite tricuspide. Dans COAPT, quel que soit le groupe, traitement médical ou correction percutanée, les pressions pulmonaires et le grade de la régurgitation tricuspide étaient des facteurs prédictifs de mortalité à 2 ans. Ici, l'exemple d'un patient qui a certes une fonction ventriculaire droite qui paraît relativement conservée, mais qui a une IT torrentielle. Clairement, ce type de patient ne doit pas bénéficier de correction mitrale percutanée de fuite mitrale secondaire. À noter à nouveau que dans COAPT et MITRA-FR, les patients qui avaient une fuite tricuspide sévère
et où une HTAP supérieure à 70 mm de mercure était exclue. Enfin, on peut résumer, et il est très important d'essayer de garder en tête cet algorithme de sélection des patients. La sélection des patients pour une fuite mitrale secondaire, pour la correction percutanée d'une fuite mitrale secondaire, selon ces quelques étapes très simples. Est-ce que le patient a une thérapie médicale optimale? Est-ce qu'il est en euvolémie, ou en tout cas dans l'état de volémie le meilleur possible, c'est-à-dire pas en pleine décompensation cardiaque ou juste au sortir d'une décompensation cardiaque massive et en anasarque? Il doit avoir les médicaments dont on a parlé, les conditions favorisantes doivent être traitées, le patient doit être si possible au-dessus de 11 grammes d'hémoglobine, avec des stocks de fer rechargés et traité d'un éventuel trouble du sommeil. Il faut qu'il soit resynchronisé, si bien sûr la resynchronisation est indiquée. Il faut qu'il soit revascularisé au maximum du possible et de la viabilité. Et surtout, il doit avoir été évalué pour une transplantation cardiaque. Il n'est pas acceptable d'avoir en correction percutanée de fuite mitrale secondaire des patients qui sont potentiellement candidats à une transplantation cardiaque, moins de 65 ans, avec des pressions pulmonaires adéquates. Si vous estimez, si la Heart Team et le clinicien et le réseau d'insuffisance cardiaque et le cardiologue traitant du patient estiment que le patient est optimisé et qu'il a une fuite mitrale secondaire, alors on pourra commencer à discuter d'une réduction de sa fuite mitrale. Pour cela, il faudra attentivement, et avant de se lancer dans une analyse anatomique de faisabilité du clip mitral, évaluer par échographie transthoracique et IRM le ventricule gauche, la fonction ventriculaire gauche globale, les diamètres et les volumes, et le ventricule droit et les pressions pulmonaires, la fonction ventriculaire gauche systolique et la pression pulmonaire systolique. Si ces paramètres sont très sévèrement altérés, fraction d'éjection inférieure à 15%, diamètre télédiastolique supérieur à 70 mm et volume télédiastolique supérieur à 96 ml par mètre carré, ou dysfonction ventriculaire droite sévère ou HTAP sévère, il ne faut pas intervenir. Ni correction percutanée, ni chirurgie. Si vous n'avez pas ces critères, vous pouvez à nouveau discuter d'une stratégie de réduction de cette fuite mitrale. À ce moment-là, vous pouvez vous lancer dans une évaluation anatomique, d'abord en ETT, puis en ETO si vous excluez les mauvais candidats. Et à ce moment-là, vous retrouvez les critères anatomiques, la hauteur du denting, la coaptation, le fait que les feuillets restent souples et longs, suffisamment longs pour bénéficier d'une correction percutanée. À ce moment-là, on pourra proposer une correction percutanée par clip mitral. Ce petit résumé de l'histoire naturelle des cardiopathies avec insuffisance cardiaque que j'ai emprunté à un collègue parce que je l'ai trouvé très pertinente, résume bien le moment auquel les interventions visant à réduire la fuite mitrale peuvent intervenir. Le début de l'histoire des cardiomyopathies est le terrain du traitement médical et des thérapies rythmologiques. L'histoire de la maladie commence, vous devez optimiser votre patient, le mettre aux doses maximum de médicaments, l'appareiller si c'est indiqué. Souvent, vous arrivez à le stabiliser pendant des années. Puis arrive le temps des décompensations aiguës d'insuffisance cardiaque. Et c'est à ce moment-là, dès la première décompensation, qu'il faut identifier la présence d'une fuite mitrale disproportionnée qui pourrait bénéficier d'une correction et qui permettrait d'améliorer le pronostic de ces patients. Si vous dépassez ce stade et que vous arrivez après plusieurs années ou plusieurs mois de décompensation itérative avec une grande défaillance ventriculaire gauche, voire droite, des pressions très élevées et des dimensions ventriculaires gauche catastrophiques, vous êtes dans le cadre de l'insuffisance cardiaque avancée et vous n'êtes pas dans le domaine de la correction de fuite mitrale. Il faut évaluer à ce moment-là les patients pour les thérapies d'assistance et de transplantation. Dernière petite diapositive sur la procédure. Comment sélectionner le dispositif? Vous savez qu'il existe maintenant deux dispositifs différents en MitraClip, le clip mitral NTR et le clip mitral XTR, chez Abbott. Si vous avez un feuillet qui est assez long pour une procédure, mais quand même un petit peu petit puisqu'il fait moins de 14 mm, si vous observez
une traction sous-valvulaire importante visuellement, si vous avez un certain degré, même minime, de restriction diastolique ou une surface mitrale qui n'est pas parfaite, qui reste au-dessus de 3,5 cm² mais qui est quand même un tout petit peu réduite, il faut absolument choisir un MitraClip NTR. Si vous avez, à contrario, des feuillets qui sont longs, souples, sans restriction sous-valvulaire, vous pouvez proposer l'implantation d'un MitraClip XTR. Il faut faire attention car le MitraClip est un dispositif de restriction valvulaire. Quand vous implantez un clip, vous créez de la restriction. Si vous avez un certain degré de restriction et que vous mettez un énorme clip qui va prendre beaucoup de feuillets et aggraver encore cette restriction, vous courez au risque de détachement, de déchirure de feuillets. Une procédure optimale, avant-après, donc une valve que je vous ai montrée tout à l'heure qui correspondait à une anatomie optimale, une fuite qui est sévère, des feuillets qui sont longs, qui restent relativement souples, un résultat après un clip tout à fait satisfaisant avec la persistance de 2 petites fuites de chaque côté. Voilà, c'était pour illustrer cette sélection. Alors, que peut-on dire en termes de conclusion sur la prise en charge de la fuite mitrale secondaire en 2021? Que va-t-il nous arriver dans les années qui viennent? Tout d'abord, la fuite mitrale, et j'insisterai là-dessus, doit être diagnostiquée précocement et surveillée. Les patients doivent être monitorés par un réseau d'insuffisance cardiaque. Le clinicien, en collaboration avec l'échocardiographiste et le rythmologue, doivent identifier la présence de cette fuite, déterminer sa sévérité et son potentiel évolutif et monitorer le patient jusqu'à optimisation thérapeutique pour proposer une correction éventuelle au bon moment. La quantification de cette fuite est un véritable enjeu puisqu'on a vu toutes les difficultés d'estimation des volumes de fuite et la quantification de cette fuite ne peut se faire que rapportée au volume ventriculaire. Vous ne pouvez pas avoir un compte-rendu d'échographie avec une estimation anatomique et les sorts de fuite mitrale sans avoir une évaluation très précise des volumes ventriculaires. Il faut que cette approche soit intégrative, multiparamétrique. Il faut utiliser l'écho 3D pour la fuite mitrale en ETO et aussi pour les volumes ventriculaires, et il faut aller jusqu'à l'IRM, puisque l'IRM est un outil maintenant indispensable dans l'évaluation de la sévérité de la fuite, mais aussi des volumes ventriculaires gauche. Il faut que les patients candidats à une correction percutanée de fuite mitrale secondaire soient triés sur le volet. Il ne faut pas clipper de patients qui n'ont pas de fuite mitrale disproportionnée. La fuite doit être disproportionnée, c'est-à-dire sévère en termes d'orifice régurgitant, de volume du régurgitant, et de fraction de régurgitation. Il ne faut pas traiter les patients qui ont des cardiopathies avancées. Il ne faut pas traiter leur fuite mitrale. Il s'agit de patients pour lesquels l'enjeu n'est plus au traitement de la fuite mitrale, de la cardiopathie. Il faut proposer une greffe cardiaque quand elle est possible ou une assistance ventriculaire. Il faut adresser les patients à des équipes de greffe. Quand la fraction d'éjection est en dessous de 15%, que le ventricule gauche est extrêmement dilaté, ou que le ventricule droit défaille avec une fuite tricuspide sévère, il ne faut pas corriger par voie percutanée ces fuites. Et enfin, l'avenir est également aux procédures combinées, mitrale et tricuspide. Alors, on verra dans d'autres topos les critères de correction percutanée des fuites tricuspides, mais ce ne sont pas les fuites torrentielles avec des dysfonctions VD qu'il faut corriger. Également, c'est la même démarche que pour la fuite mitrale. Il faut proposer des corrections combinées pour les fuites mitrales secondaires sévères associées à des fuites tricuspides modérées à moyennes avec des ventricules droits en bon état.